Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de cancer. Alors je dis on, mais plutôt Sabrina. En 2023, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Et je trouvais qu'il était intéressant qu'elle livre son parcours en tant que femme, entrepreneur, mère, épouse, amie, face à la maladie et au protocole de soins. C'est un échange sans intervention de ma part. Elle vous livre d'un trait son parcours. Je vous laisse le découvrir et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast un peu particulier où je vais vous parler de mon parcours depuis cette dernière année, 2023-2024, autour du cancer du sein. Mais d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Sabrina Pomi, j'ai 44 ans. Je suis mariée, je suis maman de deux enfants de 8 ans et bientôt 4 ans. Je suis la fondatrice de Sereine dans ma vie, un programme de batch cooking et d'organisation. Je suis aussi mentor business et mindset. J'accompagne des femmes à réaliser leurs livres. Je crois qu'on peut dire que je suis multipotentielle. Je crois que mon truc aussi, c'est de suivre mon cœur, de suivre mes envies et quand un projet me fait envie, ben j'y vais, j'y vais. Je réfléchis après au comment, mais je suis ce que j'appelle et comme j'aime nommer ce genre de personne, une bécane sans frein. C'est-à-dire qu'on y va et après on réfléchit au comment. Pour une présentation, c'est pas mal. Je suis quelqu'un d'aussi, de joyeux. Je pense qu'on peut dire que je suis marrante. D'ailleurs, ma copine Vanessa n'arrête pas de me dire: «Tu n'es jamais sérieuse, tu n'es jamais sérieuse». J'ai un tempérament, moi, j'ai besoin qu'il y ait du kiff, j'ai besoin qu'il y ait de la joie. Dans mon boulot, comme avec mes enfants, comme avec mon mari, comme avec mes amis, il faut qu'il y ait de la joie, qu'on rigole. C'est hyper, hyper, hyper important pour moi. Alors, en 2023, le 13 juillet 2023, il y a des dates qu'on n'oublie pas, ma chirurgienne me confirme que j'ai un cancer du sein. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Au printemps 2023, je sens que j'ai une grosseur sous le bras. Mais je me dis: «Ça doit être un kyste». C'est pas grave, c'est un kyste et je sens cette boule. Je la sens, elle est là, je la touche et je me dis: «On va aller quand même faire des examens parce qu'on sait jamais». Donc j'ai même pas 43 ans à l'époque, au printemps, 2023, et je sens cette boule et je vois mon médecin qui, m'explique tout ce que ça peut être. Ça peut être, juste un ganglion inflammé, jusqu'à un cancer du sein. Moi, je suis quelqu'un de très positive. À aucun moment je me dis qu'il s'agit d'un cancer du sein. Il me donne un scanner à faire, une radio, une mammographie, je fais tout très sereinement, très légèrement. Je sais qu'à cette époque, on est sur, le début du livre avec Vanessa, on travaille là-dessus. On a prévu de partir, aux Antilles pour faire la promotion de son livre. Je me vois très, très bien dans ma petite robe bleue, on fait la mammographie à côté de chez moi, le gars ne voit rien. Le gars ne voit rien, mais spoiler alert, il y avait, une constellation de tumeurs dans mon sein gauche, pas une constellation dont la plus grosse faisait 4 centimètres si je ne me suis pas trompée. Mais à cette mammographie, il voit rien. Donc choisissez bien l'endroit où vous faites vos examens. Il voit rien. Donc si à la mammographie, on ne voit rien, je vais faire mon scanner très légère et je vais faire mon IRM mammaire très légère. J'ai pas de souci, on n'a rien vu à la mammographie. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Et je passe cet examen qui s'appelle une IRM mammaire très inconfortable, hein. Vous avez les 2 seins dans des trous et ça dure très longtemps, ça fait beaucoup de bruit et là, quand on me dit d'attendre le médecin pour avoir les résultats, je sais que c'est pas bon. Parce que jusque-là, on me donnait mes résultats et «Au revoir madame» et là, on me dit: «Madame, attendez le médecin, elle arrive» et là, elle me dit: «Madame Pommier, vous avez un cancer du sein. On va faire d'autres examens, mais vous avez un cancer du sein». Les larmes coulent, pas parce que je me dis que je vais mourir. 43 ans, j'ai bien vécu, vraiment, j'ai une belle vie, mais je me dis que j'ai 2 enfants. À l'époque, ils ont 7 ans et 3 ans et je vais faire 2 orphelins
et ça me brise le cœur. Je me dis: «Mais comment je vais faire autant de peine à ces enfants? Comment ils vont faire sans moi?» Je l'annonce à mes copines, à mes amis, je l'annonce à mon mari. C'est vraiment le coup de massue parce qu'à 42 ans, on se dit pas qu'on va avoir un cancer du sein. Jamais de la vie, mais jamais de la vie. Je fais des recherches et je me rends compte que je sais qu'en France, c'est pas très politiquement correct, mais des recherches sont faites aux États-Unis et les femmes noires ont les seins plus denses et donc plus propices à développer des cancers du sein vers 40 ans. J'ai 42 ans. Ça match, hein, donc faisons des analyses un peu orientées sur, les origines, ça pourrait être pas mal. Donc elle me dit que j'ai un cancer du sein, mais qu'il faut quand même faire une biopsie et je dois faire à nouveau d'autres examens pour voir quel genre de cancer c'est, parce qu'il n'existe pas un cancer du sein, mais des cancers du sein. Alors je me retrouve à faire ces examens, ne sachant pas en fait si je vais vivre, mourir, vraiment c'est le gros, gros brouillard. On fait les biopsies et le protocole tombe très, très vite. Il y aura une mastectomie. Il y aura de la chimiothérapie pendant 6 mois, il y aura de la radiothérapie pendant 1 mois et ensuite il y aura de l'hormonothérapie pendant 5 à 10 ans. J'apprends ça donc le 13 juillet, c'est ma chirurgienne qui confirme, qui a les résultats de la biopsie et qui me confirme que: «Madame Pommier, c'est bien un cancer du sein». Je suis désolée, c'est pas de votre faute, hein, pas de votre faute et moi je ne pense qu'à mes enfants. Mon mari, je me dis: «Il est gentil, il est mignon, il trouvera bien un autre petit poisson pour l'aimer», mais mes enfants, comment on fait sans maman? En plus avec cette maman super marrante avec qui on danse le matin, qui me fait des blagues, qui vous écoute, qui vous embrasse. Comment mes enfants vont faire sans leur maman? Il y a que ça que j'ai en tête et pendant 10 jours, tous les matins, un peu comme dans les films, je me réveille et je pleure. Tous les matins, en plus c'était l'été, donc on avait la moustiquaire, donc j'ouvre les yeux, je vois cette moustiquaire, je pleure. Jusqu'à ce qu'on appelle un TEP scan. Le TEP scan, c'est cet examen un peu étrange où on vous injecte un produit, du glucose, un truc comme ça, parce que les cellules cancéreuses s'accrochent, au sucre. Donc vous devez être, sans activité. C'est-à-dire que vous lisez pas un livre, vous appelez pas vos copines pendant 45 minutes, vous êtes au repos. Donc c'est hyper étrange, c'est très, très rare dans la vie d'être, 45 minutes au repos. Je sais que j'ai un cancer du sein, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas s'il y a des métastases, je sais pas, je sais pas. J'attends, l'examen se passe, je fais ce TEP scan et là, le résultat tombe, il y a pas de métastases. Madame Pommier, votre cancer est localisé, il n'y a pas de métastases. Et après 7 ou 10 jours à pleurer tous les matins, en me disant que j'allais pas revoir mes enfants, qu'ils allaient être orphelins. Je me rappelle aussi, être à table et les regarder et me dire que c'est peut-être la dernière fois que je les vois comme ça en train de manger aussi légèrement, aussi tranquillement. Et là, on me dit que non et je comprends. C'est vraiment à ce moment-là que le déclic se fait et je comprends que ça va être dur parce que chimiothérapie, radiothérapie, voilà, ça va être dur. Mais je comprends qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles et c'est là vraiment, que tout switch dans ma tête. OK, j'ai un cancer du sein, mais il y aura des bonnes nouvelles. Il y aura des bonnes nouvelles. Ça commence par la première, il y a pas de métastases. Ça, c'était vraiment, vraiment, j'allais dire le déclic. En tout cas, ce qui a fait, heu, qui a mis de la positivité, en fait, dans ce long, long, long chemin. Il a fallu après expliquer ça à mes enfants. Alors, ce qui était sûr et certain, c'est que j'allais pas leur cacher ce qui allait se passer. Ma grande avait 7 ans, il fallait quand même lui expliquer avec des mots d'une enfant de 7 ans et pareil pour celui de 3 ans. Je leur ai dit: «Maman a une boule dans le sein» et on commençait par la mastectomie qui est, en fait, on vous enlève le sein et on vous enlève les tumeurs, le sein et moi, mes ganglions étaient touchés. Alors j'avais pas de métastases, mais les ganglions étaient touchés, ce qui change aussi un peu les choses. Donc on m'a enlevé le sein et 13.
ganglion, enfin en tout cas la chaîne ganglionnaire comme ils disent et je dis à mes enfants très simplement que maman elle a des boules dans le sein et qu'il faut pas que ces boules elles grossissent donc on va me le retirer et quand on va me le retirer, ça ira beaucoup mieux. Donc je l'explique aussi simplement que ça et je voulais pas que mes enfants se fassent des scénarios de dingue en allant me cacher après l'hôpital. Je me rappelle très bien, je me suis fait opérer 3 jours avant les 7 ans de ma fille et je voulais qu'une chose, c'est être là pour son anniversaire et j'ai été là pour son anniversaire avec, les drains qui sortaient de déjà qui sortaient de mon corps, mais oui, qui sortaient de mon corps. Mais, c'était trop important pour moi d'être là pour son anniversaire, donc j'étais là pour son anniversaire et le seul truc que ma fille m'a dit, c'est: «Maman, ton sein va repousser?» «Non ma chérie, ça repousse pas». «Mais tu vas avoir un sein en fer?» C'est pas encore prévu» et c'est tout. Et c'est tout. J'ai dit à mes enfants que j'avais des boules dans le sein, qu'il fallait enlever des boules. Quand j'ai eu des soins à faire à la maison, je les faisais dans le salon pour qu'ils aient le choix de voir ou pas. Les enfants sont curieux et plus on leur cache des choses, plus ils peuvent s'inquiéter et je voulais absolument pas qu'ils s'inquiètent pour moi. C'est hors de question. D'ailleurs, la question des enfants est aussi cruciale, dans cette affaire. Donc je faisais mes soins, l'infirmier venait retirer le pansement, soigner ça. Les enfants regardaient cette grande cicatrice qui me traversait, pas de part en part parce que mais en tout cas, qui traversait la moitié de mon corps. Les enfants regardaient et plus on est clair avec les enfants, plus je pense que mon comportement a fait qu'ils ont été cool avec ça. J'étais là, le médec le l'infirmière venait pour, soigner le truc. On a retiré les drains. Après j'avais un pansement, après j'avais plus de pansement et il y avait plus de sein et c'est comme ça. Maintenant maman, elle a plus qu'un sein. Voilà et plus j'ai normalisé les choses, beh, plus pour eux c'était normal. Si moi je m'inquiète pas, pourquoi ils vont s'inquiéter? Donc, vraiment expliquer ça à mes enfants, ça a été, ultra tranquille, quoi. Je pense que si j'étais tombée en larmes, si j'étais quelqu'un d'angoissé, ça aurait été différent. Mais je suis quelqu'un de joyeux et j'étais encore là avec eux. Donc c'est ça qui comptait pour moi, d'être encore là avec eux. Hem, mon entourage, comment a réagi mon entourage à ce moment-là? Alors mon mari ne communique pas beaucoup, donc mon mari est tombé en larmes mais n'a pas parlé. Je pense qu'il a vu dessus qu'il fallait qu'il soit là pour les enfants, pour moi. Mes amis me voyaient déjà me pousser dans des chaises roulantes, mais pas de chance, ça n'est pas arrivé. Hem, ma mère est venue constater si j'étais pas grise et au fond de mon lit. Donc ça a été un choc pour tout le monde parce que quand on a 42 ans, annoncer qu'on a un cancer du sein, c'est un choc pour tout le monde, personne n'a envie d'y croire. Mais dans l'annonce, en fait, je pleurais non pas parce que j'avais un cancer du sein, je pleurais d'annoncer ça à d'autres et de l'imposer dans leur vie, en fait, d'avoir une amie, une copine avec un cancer du sein. C'était plus ça qui me faisait chier, en fait, la vérité. Pardon, mais c'est ça qui me faisait chier, c'est d'imposer ça dans la vie des autres alors qu'ils ont rien demandé. Vraiment, ils ont rien demandé. Hem, mes mes amis sont restés mes amis. Il y a eu juste la perte d'une amie, mais c'est pas grave parce que si on n'arrive pas à être là pour moi, parce que j'étais quand même la copine avec un cancer la plus cool de la terre. Franchement, moi je vous souhaite d'avoir une Sabrina qui a un cancer, hein. On rigole, on sort, on fait des brunchs, on fait des hammams, on prépare des week-ends. Je suis vraiment pas celle qui se plaint, tous les 4 matins et il y a une personne qui est sortie de ma vie, mais c'est que c'était le moment pour qu'elle sorte de ma vie. Elle a pas compris en fait, mais c'est quelqu'un qui était hypocondriaque et qui, je pense, projetait ses peurs sur moi, peurs que je n'avais pas, qui était toujours en décalage. Il me disait: «Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». Sauf que ça faisait déjà 2 semaines, 3 semaines, un mois que je faisais et finalement, c'était plus lourd de recevoir ses conseils, de recevoir les liens Google. C'était plus lourd que ça ne m'aidait. Moi, mon entourage le sait, je voulais juste qu'il continue à être, comme d'habitude avec moi et pas me regarder, avec la tête penchée, les larmes, aux yeux et me dire: «Hein, ça va?» Non, 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 j'ai d'ailleurs toujours détesté ça, quand on apprenait, que j'étais en chimiothérapie, ces gens qui ont la tête qui se penche, qui vous regardent: «Hein, ça va?» Non, on va me parler normalement parce que sinon, ça va être
Ça va être assez compliqué. Mais, au niveau des relations, à part cet ami qui à qui j'ai dit les choses et qui ne l'a pas reçu et qui a disparu, à part ça, mes gens ont été mes gens et comme je les aime, quoi. Par rapport à la vie quotidienne, comment je me suis organisée? Est-ce que j'ai continué à travailler? Hem, Pourquoi j'ai continué à travailler? Comment j'ai continué à travailler? Et est-ce que le fait de me plonger dans le travail est un moyen de fuir ma réalité? Alors, il était hors de question que ces histoires de protocole, de chimiothérapie, de changent quoi que ce soit à ma vie. Après, quand on a une chimio, on ne sait pas comment on va réagir. Les 4 premières sont hard, vraiment hard. On vous injecte un produit, le lendemain, vous êtes à terre, vous êtes fatigué, et moi, je sais, parce que je suis quelqu'un de hyper organisé, vraiment. Je suis aussi mentor organisation, je l'ai pas dit. Je suis hyper organisée et quand j'ai vu que pendant 8 jours, 10 jours, je ne pouvais rien faire, j'ai pris mon agenda, comme je faisais tous les dimanches et il y avait noté les jours de chimio et les 8, 10 jours après, j'avais rayé. Ça servait à rien d'essayer de faire quoi que ce soit, ça marchait pas. Je savais que le jour de la grosse chimio, ben, mon frère était avec mes enfants, là, j'ai eu de la chance vraiment de l'avoir. Ensuite, les 3 jours suivants, mon mari amenait mes enfants à l'école et allait les chercher et les 4, 5 jours suivants, je faisais rien en fait, juste, j'allais à mon rythme, je sortais un peu, je marchais un peu. Mais quand cette période de fatigue intense et de nausée intense passait, j'avais du temps à consacrer à mes projets et le projet principal a été, à ce moment-là, de faire le livre, de Vanessa, mon livre, sur la cuisine antillaise entre tradition et modernité. C'était hyper important en fait de rester dans la vie, de rester dans les projets parce que sinon, j'aurais fait quoi? Je serais restée dans mon lit à me dire que c'était la fin, mais c'est pas moi ça, pourtant j'adore dormir, hein, mais ça c'est pas moi de rester là à me morfondre, à attendre la fin, absolument pas. Donc j'ai fait des choix. J'avais plus énormément de temps parce qu'entre le temps où j'étais fatiguée et le temps que je mettais dans ce projet-là, j'avais pas le temps pour mes propres business, donc je les ai mis entre parenthèses. J'avais travaillé pendant 2 ans dans Sereine en cuisine, il y avait des vidéos qui étaient faites, les recettes qui étaient faites, tout était fait en fait, tout était fait. Juste je ne pouvais plus être présente, les dimanches en cuisine et ben, les filles ont fait avec les replays, tout simplement. Ça j'avais c'est marrant comment le fait d'avoir une vision globale de là où on veut aller, ben, fait que quand, la maladie arrive et les protocoles arrivent, ben, mon business continue de tourner. Donc je me consacre vraiment au projet de Vanessa à ce moment-là. Et ça permet vraiment de rester, dans la vie. Avoir des projets, ça permet de rester dans la vie et de pas rester couché à se morfondre, à se dire que c'est la fin. Moi, je pouvais pas, me dire que, une journée de plus, j'allais rester au lit, c'était pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Alors comment j'ai réussi à maintenir mon équilibre entre, ben, mon travail, ma vie de maman, ma vie d'épouse, ma vie d'amie, ma vie personnelle, le et les protocoles de chimio. Alors j'ai beaucoup râlé, hein, au début, faut pas hein, j'ai beaucoup, beaucoup râlé parce que quand on est organisé et qu'on a planifié sa vie, le fait qu'une chimiothérapie vienne, enfin comment on appelle ça? Oui, on va dire une séance de chimiothérapie vienne m'enlever 8 jours, ça me saoulait profondément mais j'avais pas le choix. Donc comment j'ai fait? Simplement comme ça, ben, accepter, lâcher prise. Alors c'est hyper dur, hein, franchement et je crois encore plus pour les gens organisés, lâcher prise. On laisse tomber. Pendant 7 jours, 10 jours, tu vas être malade, tu vas être fatigué. Tu fais pas, tu fais pas et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir mon frère qui habite pas très loin et qui était là pour, amener la puce, le mercredi, à la piscine, qui était là le week-end, qui était là si j'avais besoin, qui était là pour m'apporter des canettes de ginger beer parce que les nausées étaient trop fortes. Hem, Autour de moi, il y a eu des gens qui étaient présents aussi pour moi, pour m'aider au quotidien
et le fait de ne pas être considérée comme une malade, punaise, ça aussi ça a aidé, hein. J'allais dire, entourez-vous de personnes qui vont juste vous considérer comme qui vous êtes. L Je crois qu'une des choses les plus bêtes, pardon, que que j'ai entendues, c'est: «Quel cadeau on offre à quelqu'un qui a un cancer?» Mais en fait, on s'en fout qu'elle ait un cancer. Quel cadeau tu offres à ton ami, à ta femme, à ta sœur et peu importe, enfin, on veut pas des cadeaux spécifiques cancéreux, quoi. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Donc, continuez à soyez à l'écoute. Moi, je dirais être à l'écoute, c'est bien. Si quelqu'un n'a pas envie de parler de ça, ça veut pas dire qu'elle est mal, mais on n'allait pas parler du cancer du sein, et des chimios et tout ça toute la journée, quoi, pitié, sûrement pas. Donc, comment j'ai continué à travailler, beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Mes 2 enfants étaient à l'école, j'étais malade, j'étais fatiguée, je faisais des siestes. Après les protocoles de chimio, j'étais tellement KO. Je dormais, mais je dormais peut-être, pas une sieste de 2 heures, hein, je rentrais vers 13 heures, je me réveillais à 20 heures. Et après la nuit, je redormais, je me réveillais pas le matin parce que, bah, mon mari s'occupait des enfants. Je me suis écoutée aussi. C'est que si j'étais KO et fatiguée, j'étais KO et fatiguée, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hem, Si vous êtes entrepreneur et que quelque chose comme ça vous tombe dessus ou que vous avez une maladie chronique, écoutez-vous d'abord et quand vous avez l'énergie, hyper important, quand vous avez l'énergie, faites juste les actions prioritaires. Tout le reste et en fait, je crois que la maladie m'a appris ça. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui va m'apporter un maximum de résultats? Est-ce que c'est, aller faire des réels et danser sur Instagram? Non, pas du tout, mais alors pas du tout. Par contre, moi, je sais que j'aime écrire des newsletters, que j'adore écrire des newsletters et que c'est comme ça que je convertis. Alors j'ai écrit des newsletters, simplement. Et j'étais tellement moins présente sur les réseaux, peut-être en story, beaucoup, mais tellement moins qu'avant et pourtant j'ai jamais généré autant de chiffre d'affaires que pendant mon année, de soins. Donc, astuce pour les entrepreneurs, c'est écoutez-vous, hem, j'allais dire manager, c'est pas ça. Écoutez-vous, écoutez, vraiment soyez à l'écoute de votre énergie. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, ça sert à rien de travailler quand on est claqué. Et peut-être, trouver une chose dans la journée qui pourra vous apporter de la satisfaction. Ça peut être un appel à quelqu'un, à un prospect, ça peut être un appel à, un client, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être faire du SAV, répondre à vos mails. Trouvez juste une chose qui va vous apporter de la satisfaction, une seule. Après ça peut être vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Envoyer des cartes de vœux à vos prospects ou à vos clients. Une seule chose, même si ça vous prend la journée, même si ça vous prend 2 jours, 3 jours, quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Alors c'est sûr, on n'a pas des to do, sans fin. Moi, c'était hyper clair sur mes to do, il y avait un truc, mais c'est pas grave parce que ce truc-là m'apportait de la satisfaction. Pendant toute cette période, qu'est-ce qui a fait que j'ai gardé mon sourire et ma bonne humeur? Mais en fait, c'est moi qui suis comme ça. C'est vraiment moi qui suis je vous ai dit, hein, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un, blagueur, je fais toujours des blagues, il faut que ça bouge, il faut que ça swing. Les matins où ça allait bien, bah, je continuais à mettre de la musique avec mes enfants et on dansait et pour aller les chercher, ben, peut-être que je prenais 10 minutes de plus, bah, je partais 10 minutes plus tôt et j'allais à mon rythme. Vraiment, j'allais à mon rythme. Hem Et je crois que l'autre chose, c'est que j'allais vers la vie, en fait. Toute cette période-là qui m'a fatiguée, c'est ma copine Maud qui m'a dit ça quand je me plaignais de mon organisation qui sautait. Elle m'a dit: «Mais Tab, tu es en train de travailler pour ta vie là, donc on s'en fiche de ton organisation là». Et ben, c'est ça, en fait. C'est, même si j'étais malade, même si, j'avais la nausée toute la journée pendant 10 jours, mais j'étais là avec ma famille, j'étais là avec mes enfants, j'étais là, j'étais juste encore là, quoi et c'est ça le plus important, en fait et quand bien même, j'ai perdu mes cheveux, mes cils, mes sourcils, un sein, mais c'est quoi à côté
de voir ses enfants grandir, franchement, quoi. Donc c'est ça qui m'a permis, de rester, de garder le sourire, d'être dans la vie, d'être et aussi peut-être de pratiquer la gratitude au quotidien. Tout le monde parle de ça, comme un truc un peu surfait, un truc un peu à la mode, mais se réjouir juste, de se réveiller, bah, de pas avoir la nausée ou que, le thé gingembre, citron, menthe qu'on a fait, ben, soulage ces nausées, de voir, le petit me sauter dans les bras, bah, c'est toutes ces petites choses qui font, bah, que je suis encore là, je suis encore dans la vie et même si je suis malade, c'est pas grave quoi, parce que je suis encore là. Alors suite à mon opération, effectivement, le corps change. Forcément, on est une femme. La société vous dit qu'être une femme, c'est avoir des cheveux longs, souvent blonds, mais on va dire des cheveux longs. C'est avoir 2 seins, c'est avoir des grands cils et puis des sourcils et mais en fait, je me suis rendu compte, bah, déjà quand mes cheveux sont tombés, je me suis trouvée plutôt jolie, les cheveux courts, plutôt jolie. Mais ça a commencé d'abord par le sein. Je pensais avoir mal avec la mastectomie, mais j'étais surprise de pas avoir si mal. Alors, c'est pas les corps qu'on voit partout, hein, corps avec un seul sein, mais au final, ça va, ça va. Et en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui me projette, et qui va me faire des films et des scénarios de fou. J'attends de voir. Donc pareil, je savais pas ce que j'allais ressentir avec, ce sein en moins. Et au final, ce qui revient, c'est, ben, tu as un sein en moins, mais tu as la vie devant toi. Dans la balance, si dans la bataille, j'ai juste perdu un sein et que je vis jusqu'à 90 ans et que j'amène ma fille à l'hôtel, désolée pour son papa, c'est moi qui l'amènerai à l'hôtel, que j'amène ma fille à l'hôtel se marier, que j'amène mon fils. C'est quoi un sein, en fait? C'est pas vital comme, non, c'est pas vital, c'est que c'est-à-dire c'est qu'un sein. Et ouais, c'est qu'un sein, ça pèse peu sur toute la vie. Hem, alors, parfois je me regarde, je fais: «Ah bah tiens, il en manque un», mais parce que je suis pas toujours en train de me enfin, je suis pas quelqu'un qui est centré sur son corps, je suis toujours très, très mignonne, hein, mais je suis pas là à me regarder, à me dire: «Ah mon sein, comment vais-je faire?» Je suis pas centrée sur ça, je suis centrée sur la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire en fait, d'avoir un sein en moins? La vérité. Je peux aller à la piscine, je peux aller à la plage, je peux faire des brunchs avec mes copines, je peux m'habiller, avec ou sans prothèse d'ailleurs. Hem, t Tout est encore possible, tout est encore possible. Moi, un des épisodes qui m'a beaucoup marquée dans cette année, après l'opération, ce qui me fait pleurer, ce qui m'énerve, qui m'enrage, c'est pas d'avoir un sein en moins, c'est qu'avec le curage axillaire, je peux pas lever mon bras comme correctement et je peux pas faire mon shampoing. Je veux pas faire mon shampoing et ça m'énerve! C'est ça qui m'énerve, c'est pas avoir un sein en moins, hein, pas du tout. Par contre, le côté, où je peux pas faire ce que je veux avec mon corps, ça m'agace. Ça vraiment, ça m'énerve. Mais je fais de la rééducation. D'ailleurs, allez voir un kiné, spécialiste dans les maux du cancer du sein, parce qu'il aura les bons exercices pour remettre les épaules en place et au final, moi qui pouvais lever mon bras que comme ça, maintenant je peux le lever, ça tire encore, on travaille encore dessus. Mais ça c'était important pour moi, ce qui peut paraître complètement fou, mais comme je disais, c'est quoi, un sein? Alors, il y a cette appréhension quand on est marié, je dis: «Punaise, mon mari va avoir une femme toute difforme, qu'est-ce qu'il va faire avec ça?» Vous inquiétez pas qu'il fait avec ça, hein. Si quelqu'un vous aime, il vous aimera avec un sein, 2 seins, pas de sein, et là-dessus, il y a même pas de sujet. Même moi, j'ai été sûre, ça te dégoûte pas du tout. Donc cette épreuve-là n'a pas mis à mal notre couple, notre intimité, mais alors et peut-être que le fait que je sois cool avec ça a fait que lui aussi a été cool avec ça. Je crois que notre entourage se met un peu au diapason de comment on est. Si je suis cool, eh ben, être cool, ça sert à quoi qu'il s'en fasse si je m'en fais pas?
et un des épisodes qui était, que j'ai du mal à que j'ai du mal à assumer, c'est la perte de mes cheveux. Parce qu'on sait, première chimio, on vous le dit très vite, hein, vous allez perdre vos cheveux 2 à 3 semaines après, la première dose. Moi, j'avais des rajouts et c'était usé là, il fallait retirer ça de ma tête et j'enlève ça de ma tête et je vois les cheveux restent dans mes mains. Mmh. Mais je dis: «Mais attends, mais c'est belle, c'est les cheveux qui tombent, hein, c'est les cheveux qui tombent». Donc on retire ça et puis je dis: «Viens mon mari», ma puce était en vacances chez ses grands-parents. «Viens mon mari, mais regarde, on dirait Gollum avec ses cheveux comme ça là. Faut qu'on fasse quelque chose, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, hein». Il prend sa tondeuse. Il prend sa tondeuse et le gars commence à me raser le milieu de la tête comme ça et me laisse 2 touffes énormes. Il me dit: «Mais tu sais que tu ressembles à Fabrice Eboué, on va te laisser comme ça» et on se marre et en fait, ce moment, c'est un moment comme un moment de la maladie, un moment de la chimio, on sait qu'on passe par là, mais c'est pas un moment triste. C'est pas un moment triste. Il y a mon fils qui est là de 3 ans et qui nous montre les enfin qui dit à son papa: «Eh oh, il reste encore des trucs là à retirer» et au final, je me regarde, tout n'est pas encore retiré, je fais comme ça, je dis: «Mais dis donc, je suis mignonne comme ça sans cheveux, petite». Et voilà comment se passe, la perte de mes cheveux, c'est que partout, j'ai vu des femmes pleurer, pleurer, pleurer leur féminité, pleurer leurs cheveux, et moi, je me regarde et je me dis: «Pou, pou, 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 mais dis donc, tu es belle comme ça» c'est comme ça que ça se passe, c'est que la beauté, ça n'a rien à voir avec les cheveux, en fait, ça n'a rien à voir avec les seins, ça n'a enfin, la féminité, la beauté, ça n'a rien à voir avec les attributs qu'on, avec l'attribut que la société nous attribue, enfin, vous voyez, quoi? Ça n'a absolument rien à voir. Je suis là avec ma tête chauve. Je me dis: «Mais punaise, tu es quand même mignonne, dis donc» et la preuve, 1 an plus tard, courte et je trouve que je suis délicieusement, jolie. Je suis délicieuse. Donc la perte des cheveux, dans ma tête à l'époque, je me dis: «Bon, ça va repousser, c'est des cheveux, ça va repousser». Mais je pensais pas me trouver si belle comme ça sans cheveux et je me trouve canonissime et j'ai envie que les femmes se trouvent canon avec ou sans cheveux, avec ou sans seins. La beauté n'est pas là, en fait, même si je suis très mais la beauté n'est pas dans les cheveux, la beauté n'est pas dans les seins, la beauté, c'est l'attitude. Moi, je me trouve canonissime et venez me dire que je suis pas canonissime pour voir. Moi, je me trouve canon et j'ai besoin de personne qui me dise: «Ah Sabrina, tu es belle». Je suis en fait, les gens constatent juste ce que moi-même je constate, c'est que je suis canonissime, je suis délicieux, je suis sweet, sweet, sweet. On pourrait prendre ça pour de la prétention, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas la société qui va faire que je dois me trouver belle ou moche, je sais pas quoi. Parce qu'en plus, la fille, elle cumule noir, grosse, un sein et en plus pas nichivée, elle a pas de cheveux et ça fait quand même beaucoup et pourtant, je me trouve terriblement jolie, terriblement féminine. Voilà, voilà, voilà. Alors est-ce que j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui arrive sur ce podcast, en début de protocole? Alors, de pas faire des plans et des scénarios catastrophes, ça sert à rien, ça crée du stress et on sait jamais d'où va venir la catastrophe parce qu'en fait, moi, le truc le plus catastrophique qui a traumatisé mon mari, c'est quand je me fais après les séances de chimio, on fait ce qu'on appelle les piqûres de granules, ils appellent ça, c'est pour restimuler, la moelle épinière et refaire des globules blancs parce que les globules blancs chutent et moi, je m'évanouis. Je suis très fière de moi. Je vais me coucher, tout va bien et je m'évanouis et mon mari me retrouve par terre et il est traumatisé par ça. Mais ce scénario-là, il est impossible à imaginer. Donc n'imaginez pas le pire, un jour après l'autre. Moi, je pense qu'un des conseils, c'est un jour après l'autre, préservez votre énergie, préservez-la aussi des autres parce que, il y a un moment où vous allez en tout cas, moi, je sais qu'il y a un moment où j'ai dû rassurer les gens et les gens ces personnes-là,
au bout d'un moment, j'ai dû les éloigner de moi parce que j'avais besoin de mon énergie pour me soigner, pour mes enfants, pour ma famille et je pouvais pas la mettre à rassurer l'autre. Il y a un moment où je peux pas, je suis en train de vivre un truc hyper dur et je peux pas mettre de l'énergie à te rassurer toi, hem, c'est pas possible. Enfin, tes peurs sont les tiennes, mais je ne peux pas passer mon temps à te rassurer. Donc, ce qui est très, très bien dans le système français, c'est que c'est assez fluide. Du moment où on détecte, que c'est un cancer du sein à aujourd'hui, où je suis en hormonothérapie pour 10 ans, tout s'enchaîne, tout est fluide. Il y a jamais un moment où je me suis dit: «Ah mince, qu'est-ce qui se passe?» Les protocoles sont hyper clairs. Vous faites, 4 EC, 12 Taxol, ensuite, 25 séances de radiothérapie, 10 ans d'hormonothérapie. Tout est fluide. Il y a quelque chose où on est qui est vraiment bien pour la charge mentale, c'est que, tout est pris, tout ce qui pourrait être charge, aller prendre rendez-vous pour tel médecin, aller prendre rendez-vous pour la radiothérapie, penser à non, il y a à penser à rien, juste, à se laisser porter, j'allais dire. Hem, J'allais dire soyez vous-même et acceptez vos émotions. Vous allez être en colère, il y a pas de raison que ça arrive, ça vous arrive plus qu'à une autre. Vous allez être triste, vous allez avoir parfois de la joie, le feu, heu, acceptez les émotions qui vous traversent. Essayez de vous entourer de personnes positives aussi, hyper important l'entourage. Je crois que le fait que mes amis, que mon mari, que mes enfants, en tout cas surtout mes amis, je pense surtout à mes amis et à mon mari, que les gens vous considèrent normalement et pas comme une malade, ça c'est énorme et s'il y a des j'allais dire des erreurs qui sont faites ou à un moment vous sentez qu'on vous parle comme à une malade et que ça ne vous plaît pas, exprimez-vous. Dites-leur: «Je ne me parle pas comme ça». Moi j'ai dit, hein, il y a plein de gens, je leur ai dit: «On va arrêter de pencher sa tête sur le côté et me dire: "Oh ma pauvre", c'est pas comme ça parce que moi ça ne m'allait pas» et on n'a pas envie, quand on est dans ces protocoles, que chaque interaction vous renvoie que vous êtes malade. Et aussi, autre chose, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous traversez. Moi, il y a des personnes, à qui je ne l'ai pas dit, j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de ce truc de: «Oh ma pauvre». Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous pouvez choisir à qui vous en parlez et s'il y a des jours où c'est difficile, dites que c'est difficile et s'il y a des jours où c'est plus facile, bah, profitez-en. Alors je sais que c'est difficile, mais continuez à sortir, à prendre l'air, à sortir avec vos amis, à faire des choses qui vous font du bien, parce que vous avez besoin d'énergie positive autour de vous. Soyez aussi là pour vos amis, parce que c'est pas parce que vous êtes dans un protocole et que c'est difficile qu'elles n'ont pas besoin, d'aide, de votre oreille, de votre humour, de votre, joie de vivre. Ouais, je dirais ça, restez vous-même, éloignez-vous des choses et des personnes négatives et écoutez-vous. Écoutez-vous, vraiment. Hem, il y aura un avant et un après cancer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous savez quand vous traversez des choses comme ça, j'ai eu 44 ans hier, donc pour ceux qui écouteront dans enfin, au moment où j'enregistre le podcast, j'ai eu 44 ans hier. Et il y a un an, je savais pas si j'allais souffler ces bougies ou pas. Je savais pas, je savais pas. On m'a pas dit que j'allais mourir, on m'a pas dit que j'allais vivre, je savais pas. Et ben, ça remet tout en perspective. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est pas important? Et je peux vous dire que les broutilles, ça vous passe au-dessus, quoi. Vous savez pas si vous allez vivre encore un an. Je peux vous dire que les petites bêtises, c'est ouais, c'est plus du tout important. Je sais que j'ai une bécane sans frein un peu avant, mais ça me rend plus confiante et peu importe si mes projets aboutissent ou non,
ça ne définit pas qui je suis et j'y vais. J'y vais. Au pire, je risque quoi? Au pire, ça marche pas, mais je fais autre chose, en fait. C'est, ouais, c'est ça remet les choses en perspective, ça vaut qu'est-ce qui est important? Moi, en tout cas, je sais ce qui est important, c'est le sourire de mes enfants, c'est me marier avec eux, c'est, me marier avec mes copines. On sent que la fille a envie de se marier, hein. C'est, rigoler avec mes copines, c'est passer du bon temps avec mon mari, c'est, aller au restaurant avec mon frère et refaire le monde. Hyper important, hyper important. Mais c'est ça qui est important et tout ce qui n'est pas important, ouh là 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 là, là 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 et j'ai posté un réel tout au début de l'été en disant, «Profitez de la vie, que vous ayez un sein, 2 seins, pas de seins, des petites fesses, des grosses fesses, un nez en travers, des dents qui vous manquent». Ah, profitez de la vie, en fait, parce qu'on n'a qu'une seule vie et on ne sait pas de quoi demain peut être fait. Vous pouvez aller à une IRM mammaire toute tranquille et 1 heure plus tard, on vous dit que vous avez un cancer du sein. Donc vivez votre vie, il y aura toujours des gens pour dire, des choses sur vous, donc laissez-les parler et faites ce que vous avez à faire. Faites ce qui vous fait kiffer. Hem, c'était en fêtant ces 44 ans, enfin depuis le début de l'été, j'arrête pas de dire: «Est-ce que c'est la pire année de ma vie ou est-ce que c'est la meilleure année de ma vie?» mais je crois que c'est les 2. Je crois que ça peut être, la pire parce que, la chimio, la radiothérapie, c'est fatigant, c'est éreintant, c'est vraiment je souhaite à personne ça. Vraiment, je souhaite à personne ça et en même temps, c'est la meilleure année de ma vie parce que je me suis jamais autant éclatée dans mes projets. J'ai fait un planeur, j'ai fait un livre de cuisine, j'accompagne 3 nanas formidables à faire leur livre. J'ai créé un club d'entrepreneurs, j'ai mentoré, Martine. Enfin, il s'est passé tellement de trucs fous, tellement de trucs dingues, au niveau des enfants, j'ai vu mes enfants grandir, on a fait 5 voyages cette année. C'est hyper important pour moi de voyager, même si c'est en France, de faire des voyages, de partir, en voiture ensemble. On a déjà fait nos 5 voyages de l'année. Hem, donc je crois que c'est les 2 qu'on va pas choisir, on va pas trancher. On va dire que, 2023-2024, c'est la pire et la meilleure. Vraiment, c'est la pire et la meilleure. J'ai découvert que je pouvais faire autre chose qu'être dans ma cuisine. Je peux accompagner des femmes sur leur business, sur leur mindset. Je peux créer un club d'entrepreneurs où on va mettre en place des stratégies. Je peux mettre en page un livre, je peux mettre en page un planeur, je peux, me former, à l'édition. Enfin, je peux faire il y a rien qui est impossible, en fait. Je peux aussi donner une conférence, sur l'organisation, dans un club, dédié au maquillage. Enfin, je peux faire il y a pas grand-chose qui est impossible. Peut-être devenir astronaute. Mais bon, à part ça, il y a pas grand-chose qui est impossible et mettre le kiff, la joie. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Ça, c'est ma petite coach, de 8 ans qui un jour, je lui ai demandé: pourquoi tu es toujours en culotte?» Elle m'a dit: «Maman, j'ai envie, j'ai envie» et cette phrase reste, en fait. J'ai envie, c'est tout. Tant que je serai guidée par l'envie d'aider d'autres femmes, de les accompagner à kiffer leur vie. Ça marche pas, peu importe, il faut que je kiffe vraiment, il faut que je kiffe. Et j'espère en tout cas que ce témoignage, hem, je pense à la Sabrina d'il y a 1 an, celle qui aurait aimé entendre quelqu'un lui dire: «Cette année a été dure, mais cette année a été belle. Ça va être dur, mais ça va être beau». Hem, faut pas se sentir, condamné, à à vomir tripes et boyaux, à ressembler à plus rien et à se dire que la vie est finie. Tout est vraiment possible et on a le pouvoir de créer notre réalité et je pense que si j'avais été, je pense vraiment que le mental, que le fait d'être positif, ça joue énormément et que si j'avais passé 1 année à me dire que c'est la fin, bah, ça aurait peut-être été la fin, à force de se répéter les choses, ça arrive. Donc, écoutez-vous, vous allez avoir peur, vous allez être en colère, mais vous allez aussi, éprouver de la joie
et cultiver ces moments-là, créer ces moments-là. Moi, je suis partie, un week-end avec 3 amis, à Cabourg. Il pleuvait, mais on s'en fiche finalement parce qu'on s'est créé des des je nous revois dans la voiture là et on s'est créé, des chouettes souvenirs, mais je dis que vous ayez un sein, 2 seins, pas de sein, gros ventre, un gros nez, des grosses fesses, on s'en fout. Kiffez votre vie pour ne pas avoir de regrets. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ce que je vous dis là vous donne de l'espoir. Et voilà, et voilà. Une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt!